Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme et aujourd'hui on va voir ensemble mon patrimoine. Alors l'objectif de cette vidéo c'est pas de me la péter, c'est pas de vous montrer des chiffres hallucinants. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer en fait comment je fais pour évaluer mon patrimoine. Est-ce qu'il y a une méthode en particulier? À quoi ça sert d'évaluer son patrimoine? Toujours important de savoir pourquoi on le fait. Donc ce que je vous propose maintenant c'est déjà qu'on évoque 4 points au sujet du patrimoine que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Donc déjà, il faut savoir qu'un patrimoine, c'est constitué d'actifs, donc ce qui te rapporte de l'argent, et de passifs, donc tout ce qui t'enlève de l'argent, donc c'est tes dettes. Ça peut être les crédits consommation, ça peut être un crédit auto, un crédit immobilier, c'est aussi une dette, donc c'est un passif. Et du côté des actifs, on a tout ce qui a immobilier, on a tout ce qui a bourse, hein, donc tout ce qui est capitaux, donc tout ce qui est valeur mobilière, hein, la bourse, hein, on appelle ça aussi les valeurs mobilières. On a également les business, si par exemple tu as un restaurant que tu as fait toi-même au côté en franchise, eh bien ton restaurant a une valeur, donc tu l'inscris également dans ta colonne actifs. On peut aussi étendre ça aux chaînes YouTube, on peut étendre ça à plein d'autres choses. Après, ça dépend. Chaîne YouTube, c'est pas la même chose. On en parlera après. D'ailleurs, je vous demande dans les commentaires et dites-moi si votre chaîne YouTube, si vous en avez une, ou dites-moi si ma chaîne YouTube, c'est un actif. J'aimerais vraiment avoir cette discussion avec vous. Et pourquoi je dis finalement qu'un patrimoine, c'est constitué à la fois d'actifs et de passifs? C'est qu'on voit beaucoup de personnes vous parler de leur actif. Par exemple, j'ai 46 appartements, j'ai 50 appartements. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment important, c'est de savoir ton patrimoine. Est-ce que tu arrives à générer de la plus-value déjà sur tes biens? Est-ce que tu as assez de trésorerie? Et est-ce que finalement tes emprunts immobiliers, ils ne t'engloutissent pas? Parce qu'effectivement, moi je peux avoir 100 appartements, mais si derrière j'ai mal négocié, bon c'est rarement le cas, mais si j'ai mal négocié et que je suis criblé de dettes, que j'ai 1 million de dettes pour 1 100 000 d'appartements, j'ai que 100 000 et pourtant j'ai 100 appartements. Donc, toujours regarder ses dettes et ses actifs en même temps. Deuxième chose, c'est de commencer vraiment tôt à vous constituer un patrimoine. Donc, constituez-vous un patrimoine constitué à 100% d'actifs. Évitez les dettes, sauf les bonnes dettes, hein, les bonnes dettes, par exemple les crédits immobiliers. Évitez tout ce qui est crédit à la consommation. Évitez ça. Moi, je connais des personnes. Aujourd'hui, j'étais avec mon frère. On faisait les boutiques et il y avait des personnes dans la queue, hein, et c'était la queue du Bershka, il me semble. Bon, j'ai rien acheté là-bas parce que je trouve les fringues un peu moches, mais il y avait des personnes dans la queue qui parlaient de crédit à la consommation et qui disaient: «Ouais, bah, grâce au crédit que j'ai eu au Crédit Mutuel, je peux m'acheter des vêtements». Donc évitez toutes ces dettes, hein, qui ne servent à rien, évitez les crédits auto. Heu, Préférez rouler en 207, en 307, un truc qui coûte 3 000 à 4 000 €, un truc solide qui va te durer encore 60 ans, heu, plutôt que de succomber au marketing, plutôt que d'essayer de vous comparer aux autres. Ça d'ailleurs, on en parlera encore. Donc constituez-vous des actifs le plus tôt possible, c'est mon conseil. Troisième chose, c'est surtout ne pas se presser dans l'investissement. C'est vrai que quand on est jeune, là je sais que la plupart des gens qui m'écoutent ont entre 25 et 35 ans. 80% de mon audience est dans cette tranche-là. Mais le conseil que je vous donne, c'est ne pas aller trop vite. Alors bien sûr, il ne faut pas se dire: «Ouais bon, j'ai investi 100 € en bourse tous les 10 ans, j'ai investi 100 € en immobilier tous les 10 ans». Le but, c'est de trouver un juste milieu entre aller trop vite et ne rien faire et aller trop lentement. Et pour ça, il faut avoir des objectifs qu'on appelle SMART. C'est des objectifs qui sont atteignables, mesurables. Moi, par exemple, je sais que je veux avoir 150 000 € en bourse et je sais que je vais commencer par ce pilier parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc tous mes efforts pour le moment, ils sont sur la bourse. Et une fois que j'aurai trouvé cet objectif, que j'aurai atteint cet objectif, j'irai sur de l'immobilier. Mais ne pas vous presser et surtout ne pas faire plusieurs choses en même temps. On voit beaucoup de personnes aller sur la bourse, aller sur l'immobilier, ensuite elles vont sur le business en ligne. Mais je peux t'assurer que déjà la bourse et ma chaîne YouTube actuelle, ça me prend un temps de dingue. Moi, la bourse, non, parce que c'est passif, vu que j'ai la stratégie. Mais ma chaîne me prend pas mal de temps avec mon boulot et pour le moment, j'ai pas le temps d'aller gérer 5, 10 appartements. Je pense en faire un ou 2 dans les 5 prochaines années, mais pas plus. Quatrième chose, et là c'est vraiment super important, et je parle avec le cœur les amis investisseurs, je parle avec mon cœur, c'est ne pas vous comparer et établissez des objectifs patrimoniaux
qui sont cohérents avec votre personnalité, avec vos objectifs, vos ambitions. Là, je vois beaucoup de vidéos YouTube avec comment j'ai acheté 42 appartements, comment j'ai acheté 45 appartements et investi 1 milliard d'euros en bourse. Mais ce qui compte vraiment finalement, c'est toi ce que tu veux. Euh, Quels sont tes objectifs? Peut-être que toi, tu es un mec, voilà, tu n'aimes pas parler aux agents immobiliers, ça te donne la nausée. Peut-être que d'aller dans les banques, ça te fait chier. Peut-être que même, tu n'as pas envie de passer par la case CDI. Peut-être que il y a plein de choses. Peut-être que toi, les marchés financiers, bah, ça te donne de l'eczéma. Quand le CAC 40 il fait moins 2%, peut-être que toi, tu trembles comme ça et tu as de l'eczéma. Donc, essaye de voir vraiment ce qui te correspond et établis des objectifs qui te sont propres. Moi, je sais personnellement que j'ai pas besoin de beaucoup dans ma vie pour m'épanouir. J'ai besoin de ma santé, j'ai besoin d'avoir un travail qui me motive. Et l'argent, si tu veux, c'est juste une conséquence. Et moi, si tu veux, mon objectif dans la vie, c'est d'avoir assez d'argent sur mon PEA, donc de remplir ce PEA. 150 000 euros, c'est un objectif qui est largement atteignable, hein. Là, je suis déjà à 22 000. Et c'est d'avoir aussi 2 appartements en location avec ma résidence principale. Donc, c'est des objectifs qui sont largement atteignables, qui sont pas évidents, on est d'accord, mais je pense pouvoir largement les atteindre et ça me correspond et du coup, ça ne me stresse pas car j'arrête de me comparer aux autres indirectement. Donc ça, c'est vraiment une chose, arrêtez de vous comparer aux autres et établissez une stratégie patrimoniale qui vous est propre, une stratégie patrimoniale qui vous correspond. Donc, assez parlé. On va aller derrière mon écran et je vais vous montrer mon patrimoine financier, immobilier, mes dettes aussi pour que vous puissiez voir. Allez, à tout de suite. Donc les amis, investisseurs minimalistes, content que vous soyez toujours avec moi et on va voir ensemble mon patrimoine. Donc on va commencer par la colonne actifs en détaillant le plus possible et peut-être que ça va aussi vous donner des idées sur la constitution de votre patrimoine. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et je serai ravi d'y répondre. Alors, la première colonne des actifs, hein, c'est le cash, ce sont les liquidités. Donc le cash, en fait, c'est ce qui est immédiatement disponible et c'est ce qui permet de subvenir à mes besoins, donc si j'ai des difficultés. Si tu veux, là, j'ai pas mis mon compte courant parce que le compte courant, comme son nom l'indique, c'est pour répondre aux dépenses courantes et ça vient, ça sort, donc je ne l'ai pas mis. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des livrets d'épargne et le premier livret que j'ai, c'est un livret jeune où j'ai atteint le plafond à 1600 euros et c'est un livret que j'utilise notamment pour des dépenses liées à ma voiture, hein. Là, l'autre jour, j'ai une révision à faire, donc j'ai utilisé ce livret jeune pour la voiture. Et encore le livret A. Le livret A, en fait, si tu veux, ça a la même vocation que le livret jeune. C'est un livret d'épargne, sauf que le plafond est beaucoup plus élevé. Il me semble que c'est 20 000 euros pour le livret A. Et le deuxième, en fait, c'est le livret A qui a un plafond de 22 000 euros. 22 000 euros, un truc comme ça. Attends, je regarde juste, j'avais un article là. 22 950 euros de plafond pour le livret A. Donc, l'objectif, hein, c'est pas de le remplir, mais c'est d'arriver au moins à 5 000 balles sur le livret A pour être liquide. Parce que tu peux avoir des merdes, hein. Si par exemple j'achète ma résidence principale et qu'il y a un ravalement de façade, eh bien je serais bien content d'avoir ces liquidités. Et de la même manière, hein, si je perds mon travail, hein, ce qui est peu probable, mais tu sais jamais, eh bien il faut des liquidités pour subvenir à ses besoins. Donc toujours important de rester assez liquide. Là, je suis plutôt content de l'épargne, hein. Ça fait combien? Ça fait 2500 euros d'épargne. C'est bien, mais c'est pas non plus folklorique, hein. Mais c'est une bonne base. Ensuite, on vient aux actifs mobiliers, donc c'est tout ce qui est actions en bourse, compte titre. Là, c'est détaillé en bas. Le PEA qui est la majorité de mon patrimoine, donc je suis majoritairement concentré en bourse avec un PEA à 22 000 euros au moment où je tourne cette vidéo, donc le 19 juillet 2021. On a aussi le PEA PME, dont la valorisation est à 500 euros. Le compte titre, intéressant pour avoir des dividendes aristocrates qui est à 2000 balles. Et l'assurance vie. L'assurance vie qui j'avais investi sur le fonds euro, mais je me pose vraiment la question de si je vais garder cette assurance vie, si je vais continuer à l'alimenter. Parce que c'est vrai que le rendement des fonds euro, ils font comme neige au soleil.
Après, l'avantage que moi je vois dans l'assurance vie, c'est que tu peux l'apporter en garantie dans le cadre d'un achat immobilier. C'est ce que je voyais à la banque privée quand je faisais mon stage. Après, bien sûr, quand tu investis dans l'assurance vie, il faut avoir des gros capitaux. Là, avec 1600 euros, je vais voir ma banque et je leur demande, bah ouais, bah je l'apporte en garantie, ils vont me rironner. Donc il faut avoir des sommes assez conséquentes qui couvrent limite l'intégralité de l'achat immobilier ou peut-être la moitié, ça dépend des cas. Ensuite, on arrive aux actifs immobiliers, donc l'immobilier qui est la résidence principale. Et là, j'ai 0 € parce que j'ai pas encore de résidence principale. Je viens de commencer dans la vie active, hein, donc là, le but hein, pour le moment, c'est d'avoir quand même un bon salaire, hein. D'avoir un bon salaire, c'est pas évident parce que j'ai choisi, si tu veux, une voie qui est un peu atypique dans le sens où je suis indépendant, je suis prof de tennis, donc c'est une niche, hein. À Strasbourg, il y a peut-être une vingtaine de profs de tennis. Le revers de la médaille, c'est que t'as pas des salaires fixes de dingue. Tu commences là, je vais te dire, je commence environ avec 1000 balles fixes et le reste, voilà, c'est que pour ma gueule. Donc, il faut développer la clientèle et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, ça va prendre un peu de temps avant que j'investisse dans ma résidence principale parce que il faut que j'ai la clientèle déjà, que je stabilise mes revenus. Donc, 0 € pour la résidence principale. Là, c'était pour l'exemple. Et enfin, actif numérique. Alors là, c'est une question que je vous pose. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que la chaîne de l'investisseur minimaliste, Go Investissement, est-ce que c'est un actif? Est-ce qu'une chaîne YouTube est un actif? Est-ce qu'un blog est un actif? Ça, c'est une grande question parce que le, la valeur d'un actif, eh bien, on la connaît. Bah, là, si tu fais évaluer ta maison ou ton appartement, eh bien, on va te dire ta maison vaut 150 000 euros ou peut-être que voilà, ton PEA vaut 25 000 euros aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'une chaîne YouTube, c'est difficile à quantifier. C'est difficile de donner une valeur à une chaîne YouTube parce que ça dépend énormément de la personne qui la crée. C'est un business à fort intuitu personnel. Donc là, par exemple, si j'essaie de la vendre, je pense pas que j'arriverai à la vendre parce que si tu veux, euh, il faut que la personne, limite que ce soit mon clone, je pourrais que la vendre à mon clone. Donc personne ne l'achètera parce que les gens qui me suivent sur cette chaîne, eh bien me suivent pour ma personnalité, pour ma personne. Si par exemple toi tu décides de la reprendre, bien il y aura un flux de désabonnements parce que les gens me suivent pour moi et c'est la même chose hein, pour d'autres youtubeurs, pour d'autres blogs, hein. Donc c'est une question que je vous pose. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'une chaîne YouTube est un actif? Et si oui, dites-moi pourquoi. Je vous ai quand même mis un Lago Investissement, ça rapporte 2000 € par an. Donc est-ce qu'on le laisse dans la case actif, évaluation du patrimoine? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas compté parce que j'ai pas de valeur. Mais ça me rapporte 2000 € par an. On peut peut-être faire un compte de résultat avec. Ce sera peut-être l'objet d'une vidéo. Et finalement, quand on additionne tous ces montants, j'ai une valeur de patrimoine de 28 700 €. Alors, j'ai pas d'objectif pour le moment, pas d'objectif précis. Je vise pas d'être millionnaire, franchement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais je comprends que d'autres personnes aient cet objectif. Alors, pour les passifs, alors c'est ça que vous voulez voir, hein, les passifs, est-ce que je suis surendetté? Donc j'ai un crédit étudiant que je dois rembourser. J'explique, j'ai fait un crédit étudiant avant de faire mon année à l'étranger et à Marseille pour passer mon diplôme de tennis. Donc c'est un crédit sur 2 ans que j'avais demandé 5 000 € pour pouvoir subvenir à mes besoins parce que quand j'étais à Pékin, je n'avais pas de revenus. Il fallait payer le loyer, il fallait payer les sorties, la nourriture. Donc j'ai pas voulu demander à mes parents de me faire un virement pour me responsabiliser et surtout profiter du voyage parce que quand tu fais tout toi-même et quand c'est à toi de le payer, ben tu le vis pas de la même manière. Donc j'ai un crédit à rembourser 5 000 €. Donc l'échéance il commence à me prélever en octobre 2023. Donc je pense que j'ai le temps de le solder. Et ce qui va être important maintenant, je pense, c'est de faire ça en priorité, de solder ce crédit étudiant tout de suite
pour aller après sur des actifs un peu plus intéressants, pour investir en masse dans des actifs. Parce que c'est toujours un boulet que tu te traînes. Avoir des dettes, c'est vraiment quelque chose qui me, comment dire, ça me fait avoir des boutons, si tu veux. J'en ai pas, mais ça me stresse. J'ai envie d'aller à la mine, de travailler 100 heures par semaine et et de solder ce truc. Donc, important, il ne faut pas avoir de mauvaises dettes. Pour moi, le crédit étudiant, c'est une mauvaise dette. Et en soi, honnêtement, bon, 5000 balles pour une année à l'étranger, je trouve ça beaucoup. Je pense que j'étais beaucoup dans l'émotion, que je voulais faire un peu comme tout le monde. Mais finalement, ça m'a pas vraiment apporté hein, d'aller en Chine, hein. Bon, j'ai rencontré des super personnes, mais j'ai rencontré des super personnes aussi en France. Donc, est-ce que partir à l'étranger, ça ouvre vraiment l'esprit? Oui, un peu, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser des sommes comme ça? Et encore là, je suis à 5000 euros, je connais des personnes qui sont à plus vers 10 000 à 15 000. Est-ce que ça vaut le coup? Non, pour te dire. Donc si on soustrait la colonne passif à la colonne actif, on tombe sur un montant total de 23 000 euros, 23 700 euros à 24 ans. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je suis content. J'aimerais avoir un patrimoine net de 100 000 euros d'ici 5 ans. Donc toujours concentrer mes efforts sur le PEA et aussi une résidence principale, sachant que je ne veux pas faire de l'investissement immobilier en masse. Je suis heureux dans mon métier, je suis heureux avec ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ces épisodes sur le patrimoine, hein. On fera souvent des épisodes sur mon patrimoine pour que vous puissiez suivre mon avancement et aussi en tirer quelques enseignements. Prenez ce que vous avez à apprendre. Allez, je te remercie pour ton visionnage. Merci pour ton commentaire, ton like surtout. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter. Il y a 3 jours de formation offerts où tu vas apprendre les bases de la bourse. Allez, on se dit ciao ciao et bonne journée, bonne soirée. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.